Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Cette fois-ci, je suis avec Alex Vizorek. Et c'était vraiment spécial parce qu'en fait, j'ai jamais vu Alex sur scène. On a fait un festival ensemble, mais je suis parti avant qu'il est monté sur scène. Par contre, je l'ai vu faire des chroniques sur France Inter plusieurs fois, notamment parce qu'on est sur la même émission. On va tous y passer avec Frédéric Lopez. Et c'était vraiment un grand plaisir aussi parce que c'est quelqu'un vraiment chaleureux, sympa. Peut-être c'est parce qu'il est belge. Je sais pas. Bonne écoute. T'es aussi bobo que moi ou quoi? Non, moi je suis plus bourgeois encore. Ouais, donc c'était moins bobo mais plus bourgeois. C'est ça. D'accord. Donc moi je suis... Enfin, je sais pas, on se connaît pas assez, mais... On se connaît pas assez. Si tu t'assumes bobo total dans ce genre de quartier comme ici, voilà, moi je suis plus bourgeois alors. D'accord. Donc moi je suis plus bohème, toi plus bourgeois, mais tous les deux bobo. J'ai l'air du bohémien dans un quartier bourgeois. D'accord. Mais quand même, je suis tout à fait accepté parce que... Ouais. Mais moi je suis côté plus bourge ici, donc ouais, c'est bien. Non, parce que je suis un peu intimidé, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai pas rencontré beaucoup d'humoristes qui sont bobo comme moi. Sanaka, justement j'ai appris ça en faisant le... Je sais pas si tu connais ça. Si, je savais pas qu'il était bobo lui. Ouais, moi non plus. Mais il est bobo. On parlait des autolibes, c'est difficile d'être plus bobo que ça. Jamais fait. Ouais. J'ai vécu. T'es trop beau, je te prends le taxi, moi je prends l'autolib. J'ai l'impression qu'à Saint-Germain, il n'y a pas de... Oh, si. Il n'y a pas de borne autolib ici. Si, bien sûr. Je sais pas où elle est. Bien sûr. Moi je suis là avec Alex Vizorek. Merci d'être venu jusqu'à mon quartier bien bobo. C'est très joli. C'est très joli, ça me fait sortir de Saint-Germain, je suis ravi. Mais comment t'as trouvé ton appart là-bas? Alors ça c'est-à-dire ça fait 6 ans que en fait j'ai vécu à Nation, Daumesnil exactement, et je trouvais ça très chouette parce que c'est un quartier parisien mais pas touristique. Il n'y a jamais un touriste qui dit tiens aujourd'hui on va aller visiter Daumesnil ou Nation, ça arrive jamais. Alors que à mon avis ici tu dois de temps en temps voir passer des gens qui parlent une autre langue. Ouais. Et après 6 ans là-bas, j'ai eu l'opportunité de trouver un truc à Saint-Germain, et comme je venais moins souvent à Paris, donc je faisais genre 2 jours par semaine, avant j'y étais parce que j'ai fait les cours Florent, comme je fais des allers-retours, je travaille pas mal en Belgique et tout, alors juste un lieu où je pouvais travailler, c'était marrant d'être à Saint-Germain, ça s'est mis, et 5e étage sans ascenseur. Ah oui, mais c'est la vraie expérience. C'est le pauvre dans un quartier de riche, voilà. Donc, oui, donc c'est très bien. Je suis ravi. C'est très bien. Donc ça te plaît de venir dans ce genre de quartier ici, comme ça tu te la pètes un peu? Je croise des gens, je leur dis mais vous connaissez Saint-Germain? Non, ce quartier-ci, c'est ce que j'imagine de Paris, parce que toi comme moi, on est les... Non, c'est très classique. On a un Montmartre pas loin, à 5 minutes. Et après, non, vraiment, je suis content. La seule chose qui manque, c'est l'espace vert. C'est la seule chose qui... Et encore, il y a un parc, non, pas loin? Il y a une petite square, ouais. Un square, ouais. Non, mais c'est sympa. Et donc, t'es entre Paris et Belgique, toujours? Exactement. Ouais. Ça, c'est un choix que j'ai voulu faire. Bon, après, j'ai du travail des deux côtés. Et je suis prêt à perdre de l'argent dans le Thalys pour pouvoir être un Parisien pour les Français et un Bruxellois pour les Belges. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de monter à Paris en perdant de l'argent. C'est-à-dire que mon cachet au caveau de la République ne couvrait pas mon aller-retour en train. Ouais. Mais par contre, je voulais y être. Enfin bon, c'est rare, hein, j'essaye de m'organiser. Mais mais ce sont des décisions de quelqu'un qui est sérieux, qui est passionné, on va dire. Passionné et... on va dire investisseur en soi-même, et je me dis que 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est le slogan du loto, je sais pas si c'est le même en France. Et donc je me dis plus je suis ici, plus on me voit, plus on va me proposer des choses, et plus j'aurais bien fait d'investir dans cette présence. Ouais, bien sûr. Et c'est pas dur ça? Tu as grandi là-bas, tu as grandi à Bruxelles. Oui, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai toujours un appartement à Bruxelles, et non, c'est pas dur, c'est 1h22. Donc de train à train quoi. Mais centre-ville de Bruxelles à centre-ville de Paris, donc c'est quand même pas la mort. Et il y a des gens qui prennent aussi autant de temps pour entrer à Paris. Exactement. Si t'habites le Vésinet, tu tombes un mauvais jour en bagnole, tu mets autant de temps. Et tu peux travailler dans le train quoi. Moi parfois j'ai commencé les chroniques la veille.
Je me mets dans le train à 7h du mat, j'ai encore donc 1h30 pour la peaufiner, et j'arrive, je vais à France Inter, et je l'ai quasi écrite dans le train. Ouais. Ah, faut pas tomber à côté d'enfants très stressés ou stressants. Ou quelqu'un que tu connais qui a envie de te parler. Mais bon, ça. Mais dans ce cas-là, tu peux dire. Oui, tu mets ton casque. C'est vous. Enfin, tu mets ton casque discrètement et normalement il comprend. C'est là il faut sortir. Excuse-moi, je suis chroniqueur chez France Inter. J'ai pas le temps de parler avec le prolétariat. C'est ça. D'accord, c'est cool. Oui, bah non, mais je suis ravi. Et de ce fait-là, ça me permet d'avoir plusieurs patrons parce que en Belgique j'ai 2 radios différentes, du service public toutes les 2, et en France une. Et donc j'ai des petits programmes à gauche à droite. J'ai un journal dans lequel j'écris en Belgique le soir. C'est le journal le plus gros journal. J'écris le samedi une colonne d'humour. Donc voilà, ça me permet de vraiment toucher plein de médias et de me dire que s'il y en a un qui me lâche, j'en ai quand même d'autres. Et en Belgique, on me dit si t'as plus de temps, on aura plus de travail. Maintenant, si je fais une connerie universelle, je vais te virer de partout. Mais bien sûr, pour n'importe qui. Si je fais le Dieudonné, je vais te virer de partout. On va essayer d'éviter. Mais tout ça parce qu'on se connaît, mais on se connaît pas très bien. La première fois qu'on s'est croisés, c'était au Dina, tout à fait. Qui était même maintenant il y a 1 an et demi. Exactement. C'était en avril 2012. En avril 2012. Et je t'ai même pas vu sur scène parce que j'ai dû partir avant. Je me souviens pas pourquoi. Sans doute. Mais non, c'était cool. Et donc, bon, maintenant, depuis 2 mois, on travaille ensemble sur France Inter. Et on n'a pas vraiment le temps non plus de discuter beaucoup. Bon, on a mangé un peu, mais avec d'autres gens. Et donc je savais pas tout ça. Tout ça pour dire que je sais pas... Je te raconte tout ce que tu veux. Ah, mais je savais pas que t'as tellement de projets, en fait. Projet, j'aime pas le mot projet, parce que projet, c'est souvent... Moi, j'ai été au cours de théâtre, et là, il y a des projets. Et je peux te dire, quand tu vois les comédiens, putain, je suis sur plein de projets. Et souvent... Ça veut dire de rêve, en fait. Oui. Alors, un projet en tant que tel... chimère. Non, alors, attention, je ne critique pas ça, parce que sans projet, il y en a aucun qui se réalise. Mais ici, c'est tout du concret quand même, c'est toutes des activités interdépendantes un tout petit peu, mais quand même, l'écriture de chronique radio et l'écriture de journal est un peu différente, et ça me change un petit peu parfois de me dire ok, là je peux écrire différemment, je dois pas avoir la vanne, je dois pas m'attendre à des rires, et tout comme les chroniques qu'on fait On va tous y passer, qui sont des chroniques qui moi je trouve qui nécessitent d'avoir des rires vu qu'il y a du public, que c'est quand même léger. Il y a plus une pression d'être efficace au niveau des rires. Mais qui est différente de la chronique que je peux faire le matin avec les politiques, j'ai fait en Belgique et en France. Là, on attend de moi un point de vue. S'il est drôle, c'est mieux. Mais je dois surtout essayer d'amener quelque chose que le journaliste n'amène pas, parce qu'il ne peut pas en général. Et moi, je peux me permettre un peu de faire le grand naïf. C'est un grand avantage. En fait, des fois, je trouve que les journalistes n'utilisent pas assez ce genre de mécanisme pour sortir peut-être une réponse de quelqu'un, une réaction de quelqu'un politique, par exemple. Parce qu'un humoriste peut avoir accès à quelque chose qu'un journaliste pourrait pas. Alors, je sais pas si tu partages. Je pense que tu as raison, mais c'est très difficile d'interviewer un politique. Cet été, on avait une émission avec Charline Vadonakir, qui est journaliste. Donc ça, c'était bien, justement. On avait la journaliste, le comique, donc elle pouvait poser des questions mainstream, mais quand même bien tournées. Et moi, je pouvais faire le grand naïf. Pourquoi vous dites ça? Et on a eu Roselyne Bachelot, et c'était pas facile. Parce que les politiques, c'est des machines de guerre. Et donc, c'est vraiment... j'ai découvert l'interview rodéo, c'est-à-dire que c'est vraiment bizarre. Ils réagissent pas comme... ils savent que tout ce qu'ils disent potentiellement peut être repris une phrase à gauche. Et donc vraiment ils sont très très donc je pense que les journalistes connaissent aussi cette partie-là, et donc la chronique matinale vraiment c'est 4 minutes où je parle tout seul. Il y en a qui interviennent, mais en règle générale non. Donc c'est un point de vue et je peux pas moi-même après dire tiens Est-ce que tu as l'impression que justement quelqu'un comme ça se pose la question, mais il se prend pour qui? Donc ils ont pas la hauteur pour m'interviewer, donc il y a une espèce de jeu de pouvoir c'est qui ces jeunes qui essaient de... Sans doute plus en France qu'en Belgique, où il y a il y a une hiérarchie de tout, et qui est bien comme qui est pas bien, mais c'est à dire que si tu n'es pas le présentateur attitré qui, si pas a fait les mêmes écoles, du moins a fait un cursus qui lui a permis d'arriver là,
Effectivement, ton intervention sans doute est moins considérée, mais c'est pas dérangeant. Moi, c'est justement ça qui est intéressant en tant qu'humoriste, c'est que c'est pas considéré, donc c'est pas grave, mais quand même tu l'as dit et quand même les gens l'ont entendu et quand même, tu vois. Donc l'idée de te considérer dans le débat démocratique ne me. Est-ce que tu aimerais mélanger les deux? C'est-à-dire que d'être les deux, c'est-à-dire d'être un journaliste que les gens respectent entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux poser des questions vraiment de journalisme pur et aussi partir dans les vannes aussi. Ce serait très prétentieux par rapport aux journalistes qui font leur travail. Parce que quand tu reçois quelqu'un, mardi c'est Marine Le Pen qui vient, quand tu reçois quelqu'un comme Marine Le Pen, tu dois préparer tes dossiers picobello. Donc de dire que moi je pourrais tenir ce bateau-là, non, jamais. Il faut pouvoir la contredire quand elle a tort. C'est un métier. Patrick Cohen fait ça brillamment. Ça t'attire pas? J'ai fait les études de journalisme. J'ai fait des études de journalisme à Bruxelles. Donc je pense que je serais pas tout à fait maladroit, mais avec un chanteur ou un acteur je peux le faire. Je l'ai fait d'ailleurs, c'était pas mauvais, enfin je me trouve pas génial, mais enfin j'arrive à mener le débat. Avec un politique c'est assez vraiment plus compliqué et ça demande vraiment notre genre de boulot. Une vraie grosse préparation. Même avec un chanteur, un acteur, c'est quand même sympa si t'as préparé son dossier. Avec un politique, c'est d'autant plus vrai qu'il peut essayer de te mentir. Donc, normalement, t'as jamais un acteur qui te dit oui, j'ai joué dans E.T. Non, s'il a pas joué dedans, il te le dit pas. Mais pourquoi, si t'as assez de boulot en Belgique, pourquoi tu viens ici? T'en as assez. Est-ce que c'est quoi l'envie de s'en... C'est une vraie question. Déjà, c'est parce que je me suis dit, s'ils font travailler des Américains, il n'y a pas de raison qu'ils prennent pas des Belges. Je suis complètement d'accord. Non, mais alors... la France, c'était un rêve pour toi? Oui, mais pour tous les Belges. Parce que chez nous, il y a deux parties à la Belgique. Tu peux la couper en deux à peu près au milieu. Il y a une partie qui donc parle le flamand, mais donc le hollandais. Donc qui pourrait très bien avoir la même relation avec la Hollande que nous avec la France. C'est pas le cas. La partie flamande, eux, ils ont leur showbiz à eux. Ils n'aiment pas du tout regarder les chaînes télé hollandaises. Pour eux, c'est des gens différents. C'est des étrangers. Enfin, c'est deux pays. Chez nous, on est un département français. C'est-à-dire que on connaît toutes les vedettes françaises. On connaît tous les politiciens français, souvent mieux que les politiciens belges. Donc on a un œil permanent sur la France, et quand un Belge représente sa patrie et va en France, il y a quelque chose de très différent. Pareil, je pense, pour un Strasbourgeois, un Marseillais, quand on monte à Paris, on descend à Paris selon géographiquement où on se situe, mais dans tous les cas, pour la popularité, c'est toujours monté à Paris. Eh bien, il y a une espèce de soutien un peu national du sujet. Quand j'ai eu une chronique en France, il y a eu des articles de presse en Belgique pour dire Alex Vizorek sera sur France Inter avec Walter, d'ailleurs on était deux Belges. Donc ça c'est le truc. Et alors ils aiment bien les Belges que tu gardes un pied chez eux. Ils n'ont pas l'impression que tu les abandonnes parce que tu as trouvé mieux ailleurs, mais ils comprennent tout à fait. Et puis, ne fût-ce que marketingment parlant, en Belgique francophone, c'est 4 millions potentiel de gens. En France, tu rajoutes 60. Donc ce serait... C'est logique. Oui, mais en fait, c'est la division 2 et la division 1, et donc t'as envie de jouer en division 1. D'accord. Et donc. Mais par contre, je fais avec le même sérieux mes papiers moi, ça, de division 2. Je compte. Mais. Ok, je te pose la question dans l'autre sens. Si la France, je sais pas si peut-être tu as déjà assez de boulot en France pour pouvoir vivre en France, pourquoi tu remontes en Belgique? Tant que mon agenda est pas rempli. Rempli. Ouais, je me dis, grâce à la Belgique, j'ai appris le métier. En Belgique, c'est un vrai pays malgré tout. Je te dis que c'est un département, mais c'est un vrai pays. Donc non, mais t'as des radios nationales, t'as des machins, et donc tu peux faire ton métier à bon niveau. Tout en étant quand même encore dans l'apprentissage. Donc grâce aux médias belges, j'ai appris ce métier, et donc ce serait un peu ingrat, je trouve, de dire j'ai 2 chroniques en France, c'est bon pépère. Et puis j'aime bien remplir mon agenda, et puis cette année en Belgique c'est une année électorale, donc c'est il se passe beaucoup de choses qui m'intéressent, et donc j'ai parfois envie d'en parler, et quand on me donne micro ouvert, j'aime bien faire des sketchs là-dessus. Donc donc t'as l'impression que pour l'instant t'as plus de liberté c'est pas un problème de liberté, c'est très très différent. Mais moi la liberté, je sais pas toi, mais j'ai jamais été censuré de rien du tout. On m'a jamais dit ne dis pas ça. Donc il y a une espèce de grande mythe qui pense qu'on est enchaîné.
En tout cas, la radio, elle enchaîne pas trop, quoi. Après, à nous de savoir jusqu'où on peut estimer. Oui, et ce qu'on a envie de dire aussi. Mais bien sûr, et puis il y a des trucs, la provoque pour la provoque et pour se faire taper sur les doigts. Bon, moi, j'aime bien aller jusqu'au moment où on me tapera pas sur les doigts. Ouais. Mais dépasser ce moment-là pour se faire taper sur les doigts, pour qu'on parle de toi, c'est pas une nécessité. Si c'est un truc que je pense viscéralement et que j'ai envie de le dire, je le ferai. Mais je veux dire, je suis pas nécessaire de. Donc, est-ce que quelque part tu sens une obligation en Belgique, comme tu as dit, un peu, comme tu as dit que le Belge verrait ça un peu mal si quelqu'un sort de chez eux pour aller en France et ils ne reviennent plus. Oui, je pense. Comme peut-être un parent qui t'a tout donné, après tu pars et tu reviens jamais. C'est ça, et Philippe Geluck a, je pense, souffert de ça à un moment. Ouais. C'est-à-dire que c'était le Belge en France, c'était plus le Belge, mais pendant longtemps il a fait comme moi, hein, mais quand Drucker et Ruquier l'ont pris toute la semaine. Après, les Belges sont assez conscients aussi que si on me propose plus de choses en France, je lâche petit à petit en Belgique. Mais non, j'aime beaucoup y retourner, je vais tout faire pour. Si à un moment c'est plus possible, c'est plus possible. Et j'espère que, comme tout bon parent, ils me réaccueilleront toujours, quand je me serai repenti. Et donc, tu montes sur scène toujours? Ouais, bien sûr. Non, mais ça c'est important parce que les gens en France pensent que je suis chroniqueur. Alors que je viens de la scène et on est venu me chercher sur scène pour que je fasse de la radio. Après, comment ça s'est passé tout ça? Tu sais comment ça fonctionne. Cours Florent. J'étais au cours Florent, puis au cours Florent dernière année il y a eu un cours de one man show. Ils ont fait ça une fois ces cons-là. Mon année, un coup de chance, je m'inscris sans trop savoir et je découvre qu'en fait j'écris pas mal et que quand moi j'écris mes textes, j'arrive à les vendre, ce qui n'était pas toujours le cas quand je jouais Corneille et Racine. Et j'en suis fort déçu parce que... T'es arrivé à le vendre à qui? Au public. D'accord. Vendre. Oui, pardon. J'étais ravi. Ouais, après financièrement, mais dans un premier temps au public. Et donc. Parce que ça te correspondait. Ce texte c'était toi, donc ça t'a. J'ai découvert ça. D'accord. Parce que j'avais pas pensé. Il y en avait pas mal à Florent qui déjà allaient faire des scènes ouvertes, et moi j'avais pas pensé. Et puis quand on m'a justement mis le pied à l'étrier avec Stéphanie Bataille qui était ma metteur en scène, enfin qui l'est toujours. Qui était donc la prof, c'est parti, j'avais compris que là j'avais quelque chose à faire. Et donc j'ai écrit 2-3 sketchs, c'est bien passé. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux mettre en scène le spectacle? Elle a regardé, il fait, mais il y a 3 sketchs. J'ai fait, oui. Et tu reprends tout ça chez toi et tu reviens avec un spectacle et puis je le mets en scène. J'ai dit, ok, très bien. Alors j'ai passé tout l'été à écrire le spectacle. Dans la même classe, il y avait Walter. D'accord. Dans la même classe, il y avait Paco Pérez. D'accord. Dans la même classe, il y avait Caroline Vigneault. Donc tu vois, et en fait à Florent ils ont été cons parce que ils ont créé des gens qui étaient capables de vivre de ce métier. Et donc je trouve qu'ils auraient dû continuer à faire une classe de one man show. Et donc ils étaient tous dans la même classe de one man show qu'ils ont arrêté juste après. On était 25, non, c'est-à-dire que c'était une classe de 1 mois. D'accord. Et donc moi on avait payé le petit supplément pour faire la classe de 1 mois. Et je trouve que chaque année il devrait y avoir une classe de 1 mois de ça pour que ceux qui justement hésitent se disent ok, se révèlent quoi. Bon, parce que ça devient un vrai métier en France. Ça devient un vrai métier. Après je devrais pas dire ça parce qu'ils vont nous piquer la place les jeunes. Mais oui, bien sûr, et c'est un vrai métier et qui en plus c'est-à-dire que tu peux apprendre. Tu n'apprends jamais aussi bien que sur scène, malgré tout. Ça, je suis de cette politique à mort. Donc, moi, je vois dans ta bibliothèque, il y a du Fédo. Ah non, mais ça c'est ma chérie. Ah, elle est prof de théâtre. J'allais te féliciter. Non, c'est pas moi. Alors, je te félicite pas, mais tu devrais lire tout ça, c'est des grands classiques et c'est formidable. Mais malgré tout, tu peux apprendre un Fédo par cœur. Pour que tu puisses le jouer, il faut quand même que tu trouves 15 couillons qui sont autour de toi, parce qu'en plus dans Fédo il y a beaucoup de rôles, et qui puissent le jouer. Et donc avant d'arriver à être sur scène, il y a tellement de barrières, d'obstacles. Tandis qu'en humour, t'écris ton truc, tu l'apprends, et le soir même tu vas le jouer. Je trouve qu'il y a pas mal d'humoristes qui montent sur scène en sol, parce que c'est pratique. Et je sais, moi, je suis pareil. À la base, avant, c'était vraiment le côté, j'ai pas envie. J'étais dans un groupe de sketch, et chaque fois pour prendre rendez-vous, pour qu'on se voit, il fallait attendre, et j'étais trop impatient. Après un moment, je dis non, mais, et donc, je trouve que vraiment, il y a un côté pratique dans tout ça, et c'est attirant. Je crois que dans les humoristes, tu as les comédiens frustrés, et tu as les travailleurs d'équipe frustrés. Et nous, on doit être de ce genre-là. Parce que les comédiens frustrés, à mon avis, ils ont envie de faire ça parce qu'ils voient que pour d'autres qui sont moins talentueux que ça marche.
mais ça demande d'autres skills, et ça ils le ressentent plus tard quand ils voient qu'à un moment ils plafonnent. Mais t'as raison sur le travail ensemble, c'est toujours, moi c'est pour ça qu'on se connaît pas assez, mais on est toujours content de se voir tous les humoristes parce qu'on aimerait bien voir plus de monde, mais on sait que pour finir on ne travaille jamais aussi bien que quand on travaille tout seul, donc. Et donc tu étais dans ce cours avec, donc il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 4 ans? 4 ans, D'accord. 4-5 maintenant. Et c'était vraiment en faisant l'écriture, tu sentais déjà que tu avais un don, tu disais... Don, non, ok, mais un talent, si tu veux. Une prédisposition, on va dire, J'avais été voir, je crois à peu près 3 mois avant, Fabrice Lucchini en spectacle. Et je m'étais dit, bon Dieu, je sors de ce spectacle, que j'ai rigolé pendant 1h45, de choses intelligentes. Il venait avec des livres, et il ouvrait les livres, il lisait. C'était des sketchs. Je crois que lui-même ne se présentera jamais comme un humoriste. Et le lendemain, j'ai été acheter Roland Barthes et Paul Valéry, dont il avait parlé. Et je me suis dit, merde, en fait, le mec, il a quand même réussi à me faire rire et me faire acheter des bouquins. Et donc, j'ai vu que tous les gens riaient de grande culture. Et je me suis dit, merde, en fait, il y a des gens qui peuvent rire de choses intelligentes, enfin de points de départ intelligents. Et donc quand j'ai fait le cours de théâtre, j'ai écrit un sketch sur des auteurs japonais suicidés qui s'étaient écrits. J'avais trouvé un livre de Mishima et Kawabata, qui sont 2 auteurs qui se sont suicidés. L'un a été prix Nobel de littérature et l'autre c'est un des grands mythes de la littérature japonaise. Il s'est fait harakiri. Et ils se sont écrits pendant 20 ans. C'était genre le jeune et le plus âgé, le sage et le fougueux. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens peuvent s'écrire pendant 20 ans alors qu'ils vont se suicider après? Et donc j'ai écrit un sketch là-dessus, sans la prétention de Lucchini d'essayer mais en me disant, voilà, ça va amuser des gens de savoir que c'est vrai et qu'en plus on va en rigoler un petit peu. Et ça a pas mal marché. Et donc de ça, je me suis dit, en fait, partie le spectacle est une œuvre d'art où je parle un petit peu de culture, mais c'est surtout pour rigoler. Mais donc ça m'avait amené dans une façon d'écrire qui me convenait, qui me plaisait, qui moi-même me permettait de découvrir des trucs. Et après d'essayer de le rendre c'est pas accessible parce que je l'avais peut-être pas compris moi-même en fait. Au moins de le proposer comme étant un objet de... Mais c'est intéressant parce que tu as dit que Fabrice Lucchini il t'a impressionné parce qu'il a mélangé culture et humour. Et pourquoi tu avais cet a priori qu'on pouvait pas faire ça? Moi je l'ai jamais vu comme deux choses différentes. Non mais t'as raison, mais c'est probablement une culture plus francophone. Parce que comme effectivement les Pythons quand ils font leur super match de foot entre philosophes, moi je trouve ça très très drôle. Avec ah non, mais je veux dire qu'il y a plein d'humour très très bas, très facile, très vulgaire, mais il y a mais tout, en fait ce que je pense justement c'est que Lucchini prend l'objet culturel et le rend drôle. C'est-à-dire que c'est la nuance que moi j'avais voulu apporter parce que donc lui il part d'un bouquin et quand tu vas voir son spectacle, enfin des bouquins, quand tu vas voir son spectacle tu viens pour apprendre quelque chose ou entendre le acteur lire des textes, tout ça, et en fait c'est drôle et c'est vraiment un spectacle comique. Moi j'ai pas de prétention, mais je fais l'inverse parce que qui je suis pour apprendre quoi que ce soit à des gens. Je pars de on va rigoler, et si peut-être vous apprenez quelque chose, c'est très bien, et vous irez vérifier chez vous que tout ce que j'ai dit sur l'art moderne était vrai. Est-ce que tu penses que Lucchini c'est son avantage de ne pas vendre un spectacle drôle? C'est-à-dire qu'on rit des fois plus facilement quand il n'y a pas la pression de rire. Tout à fait, c'est très juste ça. Je peux rien répondre de plus que c'est très juste. Et donc, toi, tu vends ton spectacle comique. Oui, et c'est toute l'ambiguïté de ce spectacle, et c'est pour ça que je suis content de jouer au Petit Héberto aujourd'hui, qui est un vrai théâtre. Où les gens, la semaine il y a des pièces, le dimanche il y a 2 one-man, moi et Joséphine Draille qui est un one-man chanson. D'accord. Donc je savais pas que vous jouez dans la même salle. Ouais, tu peux venir voir les deux d'un coup. Il y a un prix. Cool. Il y a un prix si tu viens voir les deux. Génial. Et donc je me retrouve dans une situation plus théâtrale ici. J'avais joué au 10h et un petit peu au point virgule, où effectivement les gens ils viennent pour
pour rigoler à chaque 30 secondes. Mais évidemment. Donc il y a un peu cette pression là, et par contre j'aime bien l'idée d'être dans la filière comique. Ouais. Autant que dans la filière culturelle, plus même, parce que les festivals d'humour, c'est ma cam, tu vois, j'aime bien, et je me sens proche de gens comme vous tous. Je me sens pas le comédien égaré, je suis pas Lucky, tu vois. Donc moi je me sens le comique de service. Dans mes chroniques, il y a des chroniques très très bas de plafond. Je suis très content de les avoir fait. Donc la filière humour et les cafés-théâtres d'humour en province et tout ça, je suis très content de les faire, de les avoir fait, de les faire encore, j'imagine. Et pourquoi cette envie de parler de culture? Parce que c'est rare. Dans le milieu aujourd'hui de la nouvelle génération, on pense pas à ça comme priorité. Souvent, on pense à efficacité, tout ça. Pourquoi toi t'aimerais garder ça? Je pense que certains sketchs sont très efficaces. Non, je veux pas dire le contraire, mais je veux dire que la priorité n'est pas sur la culture. Mais ça, je l'ai senti, ça, que la génération due au stand-up, en fait, génération Comedy Club, Jamel, tout ça, a amené en France une efficacité nécessaire. C'est-à-dire que de ces gens-là, on attend qu'ils nous fassent rire tous les 30-40 secondes. Donc même ceux qui, je pense, parlent d'autre chose, eh bien, on doit s'imposer cette efficacité-là. Et parfois, je relis mon texte et je me dis, ah putain, pendant 2 minutes, il n'y a pas un truc fort, eh ben, il faut que je trouve. Et donc, c'est bien, parce que ça permet d'avoir, j'espère, la qualité du point de départ, qui est l'art, qui va peut-être rebuter certains, mais qui va justement faire que d'autres qui n'auraient pas été au spectacle comique vont dire ah bah ouais, mais si on parle de sculpture, de peinture, d'art moderne, je vais y aller, je vais rigoler. Eh bien, eux auront droit aussi, j'espère, à l'efficacité que j'ai pu injecter grâce à cette génération. Donc c'est vraiment le mariage de ces deux techniques, entre guillemets. L'efficacité du stand-up en utilisant un thème culturel. Ouais, ça c'est bien. Mais voilà, ça c'est bien vendu, ça. J'aime bien, parce que c'est toujours difficile à vendre. Si tu veux quelqu'un qui fait ta communication, je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est très difficile, parce que dès que tu dis humour intelligent, là par contre c'est 2 mots qui font peur aux gens. Et donc en plus qu'il y a des trucs très cons dans mon spectacle, donc mais tu peux pas dire humour très con non plus, mais quand tu dis humour intelligent, il y en a qui disent ah ouais mais non, mais ce soir on a envie de rigoler, on va pas aller voir, justement. Et donc à Paris ça va encore, et donc à Paris tu peux même tirer encore vers le haut. Parfois ils te disent oui, mais quand vous parlez de Bergson à la fin du spectacle, on a envie d'en savoir un petit peu plus. et donc voilà, mais humour intelligent, il y a pas de plus horrible que ça pour vendre un spectacle. Qui vient voir ton spectacle alors maintenant, en ce moment, est-ce que tu vois vraiment une tranche spécifique ou il y a de tout? Là où ça marche le mieux, c'est 25-45 universitaires, on va dire. D'accord. Parce que eux ont les codes, et donc le fait que je déconstruise les codes, ça les amuse. Et en fait, c'est ça que je voudrais amener partout, c'est que je donne toutes les clés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vu beaucoup de films dans sa vie, j'ai un sketch sur Mort à Venise, le film. Quelqu'un qui a vu beaucoup de films dans sa vie mais qui n'a pas vu Mort à Venise va se dire ah bah tiens, on va parler de Mort à Venise, c'est marrant, je suis prêt. Et quelqu'un qui n'a jamais vu un film dit d'auteur va avoir peut-être un peu peur. Alors que le sketch, je passe des extraits du film, je déconne sur le film, j'explique l'histoire, donc tu peux ne jamais avoir vu le film et te marrer. Et donc c'est pour ça que je trouve ça important que toutes les clés soient données, qu'il n'y ait pas de feinte pour les spécialistes. Ça j'aime pas. Le côté élitiste en fait. Oui, mais je veux que ce soit élitiste malgré tout. Mais je veux pas laisser des gens et ça Lucchini le faisait très bien. Il dit voilà, si ça va pas, on est une équipe, on se lâche pas. Enfin lui disait pas ça, moi je dis ça dans le spectacle. Mais lui il disait c'est un grand welcome. C'est pas parce que c'est difficile que c'est Paul Valéry qu'il faut pas venir. Donc vous allez tous venir, on va y aller ensemble. Et donc oui, ça j'aime bien ce côté. Allez, c'est pas parce que les préceptes de départ sont dits intelligents. Après voilà, je pense que si on nous écoute un professeur d'histoire de l'art, il va être peut-être déçu de mon spectacle parce que il y aura 2-3 trucs trop vulgaires. J'ai aussi une chanson sur la masturbation, donc mais pourquoi aussi des fois je me pose la question, est-ce que on met les intellos aussi dans un cadre, c'est-à-dire qu'on pense qu'il peut pas rire d'une blague de cul, tandis que ils font l'amour aussi. Tu vois, c'est pourquoi on dit oh non, dans un tel spectacle on peut pas faire les deux, tandis que les gens, mes idoles, font les deux.
Pour moi, c'est la vie, ça. Ouais. La vie, c'est baiser et c'est lire des bouquins, tu vois. Mais non, mais je veux dire. Et donc je le dis à un moment, je dis moi j'aime lire Thomas Mann, j'aime les films de Bergman, j'aime la musique de Schumann, mais surtout j'aime baiser les salopes. Ouais. Et je pense que ça résume assez bien, si tu veux. Et tous les artistes, les grands, Musset, machin, c'était des queutards. Ouais. Ils faisaient ça pour baiser. Donc à un moment, et parfois, genre Mort à Venise, il y a tout le côté pédophile derrière qui est très gênant et ambigu. J'en parle pas ça dans le spectacle. Mais, les artistes ont toujours eu ce problème avec le charnel et donc il n'y a pas de raison de splitter comme tu dis, et je trouve que après mais ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que souvent quelque chose devient intellectuel, cultivé, qui vient, par exemple le tango. C'est un bon exemple. Le tango, c'était à la base une danse pour draguer. Mais maintenant, c'est quelque chose de classe. C'est les intellos qui rendent quelque chose qui était à la base charnel, qui maintenant c'est ouais, t'as raison, et ça vaut pour, à mon avis, de toute façon, je sais pas, c'est Catherine Breillat qui fait des films érotiques dits d'auteur. Donc je pense que tout à fait t'as raison, et après c'est le cadre dans lequel tu le fais. Je crois qu'il faut le faire avec élégance, et c'est pas toujours facile parce que la frontière elle est limitée. Et donc ta chanson sur la masturbation, j'essaye, j'imagine en venant de toi que ça doit être élégant, que ça soit bien écrit, ça doit être oui, si, j'essaye. En fait, il y a pas de mots vulgaires dedans. En fait, il y a une rime avec branlette que je dis jamais, mais c'est le plus vulgaire du truc. Mais les images sont un peu vulgaires, je pense. Mais les mots ne le sont pas. Donc, mais bon, après, volontairement, je le mets tout à la fin, parce qu'il faut que les gens m'aient entendu parler de Mort à Venise, de l'art contemporain, de tout ça, pour que après ils acceptent que je sois le gros con qui chante une chanson sur la branlette. Quand tu étais au cours, Florent, tu pensais plutôt humour ou tu pensais juste être acteur? Alors, disons que je raconte cette anecdote de temps en temps parce que moi, j'adore les grands textes, j'adore comment dire, le côté français des choses, l'histoire de la littérature française, parce que des grands auteurs, ça c'est chez vous, je veux dire, à part la BD, mais... Tu viens de dire chez... pardon, on parle en moi, attention. Je suis beaucoup trop assimilé. C'est parce que t'es là depuis plus longtemps que moi. Donc, ça fait presque 10 ans maintenant. C'est ça, moi, plus 6-7. Et donc c'est de la faute. Mais je disais ça à l'auditeur. Je me dis que nos auditeurs sont plus français. Alors c'est chez vous. Et non, mais Molière, Racine, Corneille, tout ça, je trouvais ça magnifique. Je trouve ça toujours magnifique. Résultat, je joue le Cid. Et moi j'adore. Enfin, le Cid, c'est Gérard Philippe, c'est Francis Huster, du temps où Francis Huster était Francis Huster. Et donc, pour moi, j'ai choisi de jouer Rodrigue, quoi, tu vois. Et donc, déjà, les gens, ils rigolaient. Quand je monte sur scène, je sais pas pourquoi, c'est pas crédible, j'en sais rien. Ça faisait marrer les gens. Que je venais annoncer quand même à Chimène que j'avais tué son père. C'est pas sympa, c'est pas drôle. Donc le public il rigolait, Chimène rigolait, c'était une catastrophe. Et le père qui était mort derrière rigolait aussi. Donc ça t'a embêté? Ben non, mais sur le moment oui, tu dis putain fais chier quoi. J'ai tué et personne prend au sérieux. Personne croit que c'est vrai. Et donc soit je faisais criminel comme boulot. Soit je faisais de l'humour parce qu'il fallait. Mais après j'ai compris qu'en fait, je sais pas, mon porté en scène ou de trucs instinctifs porté à la drôlerie. Ou est-ce que moi-même je ne croyais pas assez l'avoir tué, où je trouvais ça drôle d'aller raconter à Chimène que j'avais tué son père. Peut-être que je manquais moi-même de sincérité vis-à-vis de la chose, sans doute d'ailleurs. Ce qui amenait du rire et donc voilà. Alors je me suis fait à l'idée parce que je sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, mais en France, tu as le mythe du comédien comique qui rêve de faire un rôle tragique. Moi, je suis content d'être où les gens sont contents de me voir. Donc, alors oui, si dans 15 ans, je fais un putain de rôle tragique, je serais fier de moi, mais c'est pas une... Donc, en fait, tu suis où ton talent veut t'emmener, en fait, quelque part. C'est-à-dire que tu as vu que tu avais un talent pour le côté humoristique, et donc tu dis pourquoi pas, je me laisse aller là-bas. Ouais, mais tu vas pas me contredire en disant que on fait ces métiers-là pour être aimé, et donc malgré l'envie de dire des choses,
bah, si elles sont mal entendues, ça nous touche dans notre ego. Donc, mais j'ai pas l'impression ni d'être un écrivain frustré, ni d'être un acteur frustré, ni d'être un chanteur frustré. Peut-être qu'un jour je ferai ces choses-là, mais pour l'instant, comme tu dis, je suis content d'être entendu, de pouvoir exercer mon métier. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que tu fais un peu tout ça dans ce que tu fais. C'est-à-dire que des fois, il y a des chroniques où tu chantes. Oui, c'est des fois, tu joues. Mais là, on me le redemande pas, ça, en général. Non, mais les chroniques que je chante, c'est vraiment pour me faire plaisir. Mais je veux dire que tu trouves, à travers l'humour, de donner une voix à toutes ces envies, en fait. Oui, c'est ça, mais je veux quand même que ça reste cohérent. Ouais. Et quand je fais des chansons, je veux que ce soit des chansons comiques, parce que j'en écris chez moi des chansons d'amour tristes. Ouais. Ça doit rester... mais les gens n'ont pas... Mais les gens n'ont pas besoin de savoir ça, tu vois. Enfin, non, en plus, ça fait dissonance. Ouais. Mais sait-on jamais, dans 20 ans, que je donne une de mes chansons à un chanteur qui cartonne et qu'on dit, bah, c'est Vizorek, c'est marrant, on le pensait faire juste rire, et en fait alors peut-être, mais c'est pas du tout une volonté mais bon, après on a des envies, chacun les siennes. Si tu aimes la peinture, c'est pas parce que t'es humoriste que t'as pas le droit de peindre. Justement. Non, mais justement, parce que je te dis que t'as suivi un peu ton talent, parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient être grands acteurs et ils font rire malgré eux et ils sont frustrés, mais je pense plutôt le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui aimerait être drôle, qui est vraiment quelqu'un imposant et qui n'arrive pas, qui n'a pas le talent de faire rire. Et ça, je me demande s'il doit avoir pas mal de gens frustrés qui n'ont pas l'esprit comique, justement. Et moi, c'est juste une observation. Je trouve que c'est déjà important. Et... Je suis pas sûr, moi. C'est-à-dire que je pense que l'inverse est plus vrai, parce que l'humour étant considéré comme plus mineur comme art que la tragédie. Moi, j'ai vu pas mal de gens à Florent, dont des professeurs même, qui étaient des petits gros marrants qui en fait rêvaient de jouer Hamlet et qui n'arrivaient pas. Faut trop drôle, en fait. Mais par contre, tu les aurais foutus dans un fédo, les mecs ils cartonnaient, quoi. Et est-ce que c'est un truc physique? Ils avaient une drôle de tête, parce que ça joue à ça des fois aussi. Moi je veux bien qu'il n'y ait pas de discrimination à l'emploi, mais je veux dire, j'avais une copine qui était fan de tragédie grecque aussi. Et elle rêvait de jouer Bérénice. Mais Titus, il doit choisir entre diriger Rome ou épouser Bérénice. Choix difficile. Mais si Bérénice est une petite grosse dégueulasse, il a vite choisi Titus, donc personne n'y croit. Donc alors il faut une vraie femme fatale pour jouer Bérénice. Donc mais est-ce que le contraire est vrai aussi? C'est-à-dire que quelqu'un peut être trop beau ou trop belle pour être drôle. Alors je pense que pour nous humoristes, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il n'y a pas trop ce problème avec les hommes. C'est moins. Mais les femmes, c'est une vraie question. Mais ça change, hein. Il y a quand même, là on a quand même plein de copines qui sont des jolies filles. Oui, c'est sûr. Et qui font rire. C'est une nouvelle vague, parce que je crois qu'avant il y a... Moi je trouve que Chantal Latsou est une belle femme, mais voilà, elle avait cette gouaille qui directement cassait le mythe. Non, mais j'ai l'impression que l'ancienne génération, je réfléchis en France, je parle, à Muriel Robin, qui est lesbienne, je connais pas Sylvie Joly, Anne Romanoff, qui en parle aussi. Mais heureusement, il y a des femmes maintenant qui cassent. Mais je trouve pas qu'il faut pas le faire pour le faire. Mais c'est sûr que c'est pas parce qu'elles sont jolies qu'elles doivent s'interdire de faire de l'humour. Et parfois elles doivent pas spécialement marcher sur les plates-bandes de ces humoristes gouailleuses. L'idée de s'en les dire pour faire rire n'est, à mon sens, pas nécessaire. Quand tu vois Gaspard Proust, c'est un beau garçon à la télé, je veux dire, il est chic en costard, et ne fût-ce que parce qu'il dit, tu mettrais une très jolie fille à dire ça, marcherait aussi, je crois. Peut-être encore plus, parce que justement encore plus si le décolleté, blague misogyne. D'accord. Donc, là on est au cours Florent, et t'as découvert ton talent comique, et après donc t'as fait ton premier one avec ton prof qui l'a mis en scène. J'ai découvert surtout l'occasion de travailler, quoi.
Et les premiers sous, les premiers chapeaux. Et comment il t'a fait travailler en tant que metteur en scène? Alors, elle vient du théâtre. Ah, c'est elle. T'as dit... Non, c'est Stéphanie Bataille. Stéphanie, d'accord. Elle vient du théâtre, donc elle m'a fait travailler de manière relativement théâtrale. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc que je sais pas aujourd'hui si j'aurais le courage de refaire. J'avais 3 sketchs que j'avais déjà joués. Et tout le reste du spectacle, donc 40 minutes, que j'avais jamais joué. Et à la première, j'ai donc joué 40 minutes de non joué. Ce qui est fou, c'est pas une bonne idée, je crois. En fait, aux États-Unis, c'est absurde. On ne fait jamais ça. Il faut monter, il faut tester avant de... Et bien sûr. Et alors mais ça s'est bien passé, hein. Mais c'était dans cette logique de théâtre. Au théâtre, tu testes pas des morceaux de scène. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que je le referais de cette manière-là. Mais ça a bien marché. Puis bon, grâce à elle, on a créé, donc tout le spectacle existait, fallu visser, fallu enlever, je dirais, une quinzaine de minutes, fallu ramener des petites choses, mais... bien sûr, comme tout le monde, mais c'est vrai que quand tu pars de 40 minutes non jouées, c'est assez marrant. T'avais le trac, j'imagine. Mais tu te rends pas compte, comme j'ai pas l'habitude, je me dis, c'est que tout le monde fait ça, tu vois, donc le spectacle était prêt, en avant, et bon, après, les premiers publics, moi c'était à Bruxelles, donc les premiers publics, c'est quand même les gens autour de toi, que tu connais, donc ta première salle pleine, c'est 80%, tu sais donner un nom à, tu vois, même des amis Facebook, mais tu connais, quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc, là, j'avoue que c'était un peu de l'inconscience, parce que si ce public-là n'adhère pas, c'est fini. Parce que c'est lui qui va dire, oh, putain, j'ai un super pote, il est vachement bon, j'ai plus ri que quand j'étais voir machin sur scène, ça coûte 10 €, c'est dans la toute petite salle, vas-y. Et donc, on a rajouté 2 jours. Je vais en faire 3, c'était bourré, on a rajouté 2, donc je suis super, très fier de moi. Et donc, à ce moment-là, ce public-là est devenu une base de public qui après est très fier de emmener d'autres amis te voir. Et donc tu parviens à créer un début. Alors je sais pas, à Paris c'est sans doute différent, mais après tous mes potes d'université qui étaient très inquiets pour moi d'avoir fait un choix aussi fou, donc ils étaient venus vérifier que j'étais pas complètement sur une voie de garage, et donc ceux-là il fallait les faire rire, mais ça a marché. Bon, peut-être après ils sont aussi plus empathiques avec toi, donc tu vois, ils attendent un petit peu moins de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout et qui est leur pote. Mais malgré tout, ça a bien marché. Et comment est-ce que c'est... Parce que, à la base, c'était quoi? Tu voulais être acteur, en fait, à la base. Pourquoi oui, c'est ça. Mais en fait, à la base, je pense... j'aime pas... Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir devenir star. C'était pas du tout mon but. Mais par contre, j'aime bien qu'on me regarde, enfin plutôt qu'on m'entende. Et donc je trouvais que comédien c'était un bon point de départ. Mais moi j'ai commencé les études d'ingénieur, enfin de HEC. Je devais finir banquier idéalement. Et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait du journalisme en même temps. Et donc là je trouvais ça déjà mieux parce que faut mettre ton pied ailleurs en fait. Et on commençait à me voir. Tu vois, la radio, la télé, l'écriture, tu commences. Et donc après, comédien, on était à l'ultime et tout ça, en fait, c'est devenu un espèce de mix. Et moi, je savais pas très bien ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas faire banquier, c'est sûr. Mais je devais donc... Parce que le manque de gens, ce manque de cet aspect d'être vu, c'était ça qui te plaisait pas dans banquier, ou c'était du chiant Oui, c'est ça. Si j'avais été banquier, il fallait que je sois Bernard Madoff. C'était pas très rentable non plus. Non. À la fin, au moins. Donc voilà. Donc je pense. Mais moi j'aime bien ce côté-là. C'est pas. Et star ne me dérange. Enfin, c'est pas. Je n'envie pas du tout ceux qui sont plus reconnus. Dans la rue. Je suis. C'est terrible de dire ça parce que parfois j'ai peur que ce soit un moteur qui démarre plus, mais je suis très content. Les chroniques que j'ai sur les chaînes radio que j'ai, ça me suffit. Je m'en fous qu'on m'arrête dans le métro. J'ai mon travail, les gens qui aiment bien ce travail m'écoutent, et j'ai pas plus, je n'ai pas besoin. Je pense qu'il faut continuer à avancer parce que sinon tu recules, mais je n'ai pas besoin de plus. C'est le fait que tu as un public qui t'écoute, qui sont entre guillemets fidèles à l'émission ou au moins à leur radio. Moi, ça me suffit. Donc, au moins, une plateforme où tu peux donner ton avis quelque part. C'est ça qui est. Ça, c'est bien. Et ça, c'est ça. J'ai compris un peu après que c'était ça que je cherchais. Hein. C'était pas formulé comme ça quand t'as 18 ans, tu sais pas. Non, justement, c'est intéressant de savoir à quel point
par exemple, bon, le côté comique était conscient. Tu vois que c'était un vrai, je veux pas être que acteur, je veux être comique, tu vois. Alors, j'ai toujours aimé un mec comme De Funès, par exemple. Ouais. Pour moi, c'était un mix, mais j'avais pas formulé l'idée d'être comique avant, justement, 23, 24. D'accord. Et je suis admiratif de gens comme toi, j'en connais d'autres, qui sont des fans d'humour depuis le début, qui connaissent quand ils étaient gamins. Alors, je sais pas pourquoi j'allais voir des spectacles j'étais voir Elie Kakou, j'étais voir Jean-Marie Bigard, j'étais voir, donc de voir des gens seuls sur scène, j'étais voir Team Seat aussi quand j'étais gosse. Mais, ça m'intéressait. Ouais. Mais jamais j'aurais pensé être à leur place. Jamais. Ouais. Et c'est venu un peu au fur et à mesure. Et donc j'ai appris après l'histoire de l'humour. Je l'ai découverte plus tard. J'ai commencé à écouter des proches. Une fois que j'avais mis un pied dedans, je me suis dit, ah ben tiens, en fait, c'est bien, c'est chouette. En fait, il t'a montré que c'est faisable, en fait, d'être drôle et de devenir pas forcément de l'humour pur, mais d'avoir un autre angle, en fait. Oui, mais j'avais pas le choix parce que moi j'avais aucune culture humoristique. Ouais. Et Walter m'a beaucoup aiguillé là-dedans. Il dit tu connais pas Professeur Rollin, va voir Rollin. Ouais. J'adore Rollin. Mais donc on avait 23, 24 ans, enfin lui un peu plus. Et par contre lui il avait une vraie culture humoristique, francophone et anglophone. Ouais. Donc là j'avoue, moi je suis pas assez doué en anglais, donc je peux lire que les choses traduites. Ouais. Mais donc voilà, donc moi j'ai eu besoin de me faire une culture un peu plus approfondie, et je le fais encore aujourd'hui avec passion. Ouais. J'adore encore aller voir. Je trouve que YouHumour par exemple a un bon site parce que tu vois t'as un catalogue de gens que t'as pas l'occasion d'aller voir et qui sont les gens bons d'un certain niveau aujourd'hui. Ouais. Et j'ai donné des cours un peu des cours prétentieux, mais chaque fois je disais aux futurs élèves, je disais voilà, allez sur YouHumour et regardez des trucs, comme ça vous voyez de quoi on parle aujourd'hui, comment on en parle. Moi je trouve qu'absorber l'humour c'est la première étape. Inconsciemment je pense qu'on apprend comment raconter une blague, il y a un rythme à tout ça, il y a une manière de présenter un sujet, tout ça, c'est pas forcément conscient quand on regarde un spectacle d'humour, mais je pense qu'il y a une évolution même dans le public général. Je pense que la France maintenant on voit plus de choses humoristiques à la télé, donc du coup les gens sont plus conscients de notre travail, ça c'est sûr. Et aussi on peut leur donner du humour un peu plus complexe, plus sophistiqué qu'avant. Parce que maintenant, ils ont l'habitude de l'humour d'humoriste. Oui, justement. Mais c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, par exemple, j'ai été voir Mimi Mati hier pour le travail. Oui. Parce qu'on n'y va pas trop pour le plaisir, mais j'ai rien contre elle. Et j'ai forcé de constater, parce que je n'aime jamais critiquer les gens qui remplissent des salles, parce que c'est mille respect. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et en fait, c'est de l'humour. Pas du tout d'humoriste. C'est de l'humour de gens qui aimaient l'humour il y a 20 ans et qui donc sont toujours contents de la voir elle parler. Ouais. Et elle fait ça bien, tu vois, elle fait son boulot. Et par contre, il y a jamais un truc qui connote d'un humour contemporain. Et ça, je trouve, j'ai ri 3-4 fois, mais après tout le reste, je vois arriver. Ouais. Ce que je dis souvent, ma mère, elle travaille dans les chaussures. Ouais. Quand elle rentre dans un magasin, elle prend la chaussure, elle la retourne pour voir si elle est bien faite. Ouais. Elle trouve pas que c'est beau, elle regarde comment c'est fait. Bah, moi, j'ai ça avec les humoristes. C'est-à-dire que je sais, pour ça, je me mets au fond de la salle. Je sais que Gaspard Proust aimait de temps en temps se mettre au premier rang avec un bloc-notes pour déstabiliser la personne sur scène. Moi, je me mets au fond de la salle parce que je sais bien que. Oui, mais je pense que c'est dans n'importe quel art. C'est un musicien quand il va voir un musicien de jazz qui va voir. C'est parfois triste parce qu'on profite plus. Voilà, moi, il y a 2-3 légendes. Je profite encore. Rollin, Astier. Jean-Jacques Vanier, ces gens-là, je suis toujours dans l'attente de voir ce qu'ils vont me proposer. Et dans les nouveaux, Ben de sa mère, c'est des gens qui je dis qu'est-ce qu'il va me proposer. Mais sinon, c'est vrai que dans la grande majorité, j'y vais, je sais à peu près ce que je vais avoir et je suis pas dans le plaisir pur de la réception. T'as la tête trop dedans, en fait. Oui. Quelque part, tu intellectualises trop le chose. Et c'est pas pour ça que je peux pas dire que c'est bien, tu vois. Oui. Non, moi j'ai le même problème, mais c'est juste parce qu'on est dedans. Bien sûr. On voit comme la blague est construite et c'est comme on voit dans les coulisses ou derrière le magicien, on voit le tour qu'il fait, quoi. Non, c'est ça. Et alors, pour revenir à ce que tu disais sur bouffer de l'humour. Oui. Moi, j'avais été à un cours de littérature quand j'étais à l'université, c'était en journalisme, je crois. Et le gars a commencé son cours en disant si vous voulez être écrivain, la porte est là.
l'histoire de la littérature, c'est vous qui la faites, vous ne devez pas la connaître. Ouais. Alors, cette phrase est à mon avis juste d'une certaine partie, et provocatrice d'une certaine partie, mais elle est aussi fausse, parce que je pense que d'avoir une culture littéraire ne t'empêche pas d'être un auteur créatif. Mais peut-être. Et en humour, moi je dis toujours d'en consommer, avec cette inquiétude, y compris pour moi, que on finisse par copier un petit peu des gens, des façons de faire qui nous plaisent, qui nous parlent. Et au début, ça m'ennuyait. J'aime beaucoup Arnaud de sa mère ou Ben, c'était des deux dont je me sentais assez proche. Thomas VDB, j'aime beaucoup aussi. Et j'avais un peu peur de les copier. Et en fait, je suis très client d'humour tout à fait différent d'eux. Et j'ai compris après que en copiant un peu chacun, sans t'en vouloir, ton propre style arrivait. Justement, oui. Et c'est dur de te dire en fait, mais je suis d'avoir cette confiance. Je suis qu'une pâle copie voilà. Et donc si à mon avis, si aujourd'hui tu fais une espèce de graphique avec mes influences, tu peux en mettre plein. Et toi aussi. Et en fait, on peut dire bah oui c'est du ça. Oui, bien sûr. Mais après il y a pas que. Et puis lui c'est lui, et puis moi c'est moi. Et après on admet qu'on a un certain. Mais c'est drôle parce que j'avais le même problème, j'avais le même a priori. Je voulais pas copier. Mais je vois soit une chronique, soit dans un sketch, cette vanne est plus Woody Allen, cette vanne est plus Louis C.K. ou George Carlin, tu vois. Et c'est ce mélange-là qui me fait, moi, mais après, il y a, plus tu fais ce métier, plus tu découvres ta propre voix. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr, mais j'espère bien que j'ai encore, parce que je me sens encore parfois influencé à gauche à droite par des trucs. Mais quand j'ai cette hésitation de copier, moi ce n'est jamais quelque chose de conscient, c'est juste j'ai vu trop de films de Woody Allen que je ne peux pas m'empêcher qu'il y a un style. On ne voit jamais trop de films de Woody Allen. mais je pense à la citation de Picasso qui a dit, je me souviens pas exactement, mais c'est du génie de copier, chose comme ça. Il était aussi quelqu'un qui a copié tout le style et rendu à sa manière. C'est les Chinois qui te disent ça. Pour vendre du Louis Vuitton. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens-là ont une grosse culture artistique. Picasso, quand il déconstruit certaines choses, c'est parce que justement ça lui a parlé et qu'il est comme le cubisme ou choses comme ça. Mais il a vraiment fait, il a déconstruit des Ménines de Velázquez. C'est très drôle et en fait effectivement faut-il encore connaître les Ménines de Velázquez, parvenir à en choper la substance et les déconstruire avec ton talent, parce que quand tu vas devant le Picasso, tu ne dis jamais c'est Velázquez. Ça c'est sûr. Donc... D'accord. Et donc, comment ça s'est passé avec la radio aujourd'hui? C'était en étant à la radio en Belgique que France Inter t'a contacté? Oui et non. Enfin, tu connais comme moi le processus de... Tu joues ton spectacle, les radios viennent dans la salle, aiment ton spectacle. Non, parce que moi, je pense que chacun a son parcours différent. Moi, j'avais pas ça. Mais non. Comment c'est arrivé à la radio, toi? C'était sur RTL. T'as couché? Et c'était, voilà. Avec Stéphane Bern. Voilà. Coquin. Je vais enlever ce morceau de podcast. Non, mais il est venu te voir. Enfin, quelqu'un est venu te voir. Non, en fait, j'ai fait un passage là-bas parce que j'étais en capitale. Oui, c'était un passage d'humour. Ok. Pardon. Non, mais grosso modo, c'est ça. Parce que c'est souvent les artistes de scène qu'on vient prendre pour mettre à la radio. Et puis la radio renvoie le public voir les artistes de scène. Donc je trouve que en ça, c'est honnête. Mais là où je pense qu'il y a parfois mal donne, c'est qu'il y a des artistes de scène qui sont brillants. Ils ont 1h10 de spectacle, super, mais quand il faut pondre tous les jours 4 minutes différentes, ils ont du mal. L'inverse est vrai aussi. Tu peux avoir des chroniqueurs géniaux, mais qui sont pas du tout des artistes de scène, des hableurs. Et donc, là, il y a parfois mal donne, mais souvent c'est quand même le processus. Et moi, c'est parce que la radio belge m'a vu sur scène. Que j'ai fait de la radio en Belgique, donc j'avais quand même l'expérience de radio en Belgique. Et quand en France ils ont fait grand casting, c'était l'été passé, où ils avaient viré toute l'équipe de Giordano
et ils voulaient des nouveaux humoristes complètement nouveaux, tout à fait différents. Ils ont été dans plein de salles et de nouveau le processus était le même, c'est que ils savaient que je jouais mon spectacle et quand je suis venu les voir en radio pour le test, j'ai dit bah oui mais bon sachez que ça fait 1 an que je fais ça aussi en Belgique et que ça me surprend pas la façon de travailler et je pense que c'était un plus quand même de dire ok mais par contre ils sont venus me voir en spectacle et ils ont dit ok ça va, cet esprit là ça va. Ouais, d'accord. Et quand tu commençais à écrire des chroniques, est-ce que ça te plaisait ou c'était vraiment un exercice à part? C'était facile? Non, j'ai appris un peu par moi-même, mais de nouveau, là par contre, j'étais dans une phase où je consommais beaucoup, j'écoute beaucoup les chroniques en radio, j'écoutais beaucoup Jérôme Commandeur, que je trouve assez bon. Il fait des personnages, on fait pas la même chose, mais par contre, il a un vrai sens du jeu. J'écoutais Mathieu Noël, que je trouve très efficace avec les sons, il a une vraie plume. Des gens comme Tanguy Pastureau, des trucs comme ça, j'en ai écouté beaucoup. Je n'ai cité que des gens sur d'autres radios. Parce que j'ai déjà cité 3 fois Ben et Thomas VDB que j'écoutais énormément, ainsi que Guillaume, Aram, qui sont des gens qui m'ont montré aussi une façon de faire. Après tu prends des choses, mais il y a tout plein de... Tu fais un mix de tout ça. Et j'ai aimé faire ça très vite. En revanche, j'ai appris à ce que ça devienne un travail de chaîne. C'est-à-dire que... c'est ça le côté dur finalement. Tout au début, je n'en écrivais une par semaine et je m'y prenais 3 jours à l'avance, avec des quoi, et machin. Maintenant, j'en écris une par jour quasi. Entre les 2 radios. Ouais, entre les 2 pays. Et donc, à un moment, je sais comment je pars, je sais où je vais, j'ai mes trucs, et donc c'est plus facile. Mais voilà, je me fais aider aussi, parce que c'est toujours un peu le mythe du co-auteur dans nos métiers, et donc je veux toujours en parler parce que il y a des gens qui sont persuadés que les co-auteurs écrivent tout et que toi t'arrives, que tu prends ta feuille et que tu le lis. Il y a des gens qui veulent absolument pas dire qu'ils ont des co-auteurs alors que tu sais bien qu'ils n'ont pas écrit une ligne. Donc moi j'aime bien parler de cette méthode de travail là. Donc t'as quelqu'un à qui tu montres le chronique, t'en as extérieur sur le chronique? L'inverse, c'est-à-dire allez, on reçoit Marianne Chazelle la semaine prochaine. Je leur dis voilà les gars, je vais parler de Marianne Chazelle. Il y en a 2. Si vous avez des idées, envoyez-moi. Et pour tel jour, telle heure, parce que là je vais m'y mettre. Alors parfois je leur dis tiens, j'ai parlé de Marianne Chazelle, je vais lui faire croire que je suis le nouveau Christian Clavier et qu'elle doit m'épouser. Alors comme ça ils ont une ligne. Et donc parfois je prends quasi 50% de ma chronique, c'est des trucs que j'ai trouvé chez eux, que je trouvais très bien, que j'ai revissé, machin, et parfois rien du tout. Et donc, ça t'arrive qu'il y a 90% de 2 et que 10% de toi? C'est arrivé 1 ou 2 fois. Écoute, j'ai fait une chronique sur non, c'est pas Yannick Agniel, le nageur marseillais, un grand comme ça, très sympa. Et la chronique qu'il m'avait envoyée, c'était que des one-line super bons. Efficaces, super bons. Fallait-il encore choisir les bons et les remettre dans l'ordre? Quelque part, t'es le réalisateur. C'est le fait que c'était ton choix, quelle vanne et dans quel ordre tu vas le mettre, déjà aussi. C'est mon nom qui est exposé. Mais donc, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois. Non, en règle générale, c'est quand même assez vite 80%, 20%. Mais quand ça arrive, je suis ravi. Je serais con aussi d'avoir devant moi une chronique super bonne et d'aller en écrire une moins bonne. Tu vois, donc, Mais est-ce que c'est un but pour toi de arriver à le faire tout seul ou est-ce que ça te va? Non, en fait, c'est au départ, moi, j'adore faire ça tout seul. C'est la partie, je sais pas la plus amusante, mais c'est d'être chez toi, d'écrire. Je trouve ça tu peux avoir ton café. Tes sushis, ton vin rouge. Et donc ça, je trouve ça passionnant. Mais quand est arrivé le nombre de chroniques plus grands, je me suis dit j'ai envie de les accepter, j'ai envie de faire plus, mais à un moment il faut de l'aide. Et aussi ce que j'aime bien, c'est le renouvellement des idées. Parce que je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui proposent des idées, même des points de départ, qui te fait sortir de me faire écrire, zone de confort. Exactement, de me dire non, en fait on va pas écrire sur Marianne Chazelle, t'es Christian Clavier, mais on va envoyer Marianne Chazelle dans l'espace. J'ai pas pensé, bonne idée, tu vois, par exemple. Mais donc voilà, ça je trouve que c'est la méthode que j'ai trouvée pour pouvoir accepter plus de choses.
Par exemple, alors ça marche bien dans les chroniques radio parce que tu peux parfois mettre des petits blocs comme ça que t'as. Pour la chronique papier, là je la fais relire et je discute en amont avec des gens que je considère politiquement ou dans le domaine intéressant. Je demande un avis, on parle au début, mais après il faut que je l'écrive moi-même parce que là c'est une histoire suivie. Je peux difficilement mettre des petits blocs. Ouais. Et là, sur France Inter, t'es quoi, 2 fois par semaine? Une fois dans l'émission de Frédéric Lopez et une fois chez Patrick Cohen. Le matin. C'est toujours le même jour? Le mardi. Toujours mardi? Tout le mardi. Les deux? Non, Lopez, ça dépend. Lopez, ça dépend. Ils enregistrent un peu comme je veux. Enfin, moi je dis mes horaires et eux ils prennent. Et c'est quoi la différence entre les deux émissions? Tu te sens mieux dans un? Est-ce qu'il y a plus un esprit d'équipe sur Lopez ou... Alors ça oui. Je trouve que c'est assez particulier. Chez Lopez, c'est plus... et c'est pas dans le travail que ça change. C'est plus l'ambiance festive. Mais on reçoit des gens... bon, qu'est-ce que tu veux, Roberto Alagna, tu peux l'aimer ou tu l'aimes pas, mais t'as rien à lui reprocher fondamentalement à Roberto Alagna, tu vois, il en fait pas le monde. Il n'a pas tué. Au moins, on sache. Non, mais normalement... Et par contre, le matin, tu reçois des politiques, quoi. Quand tu as Manuel Valls en face de toi, tu peux pas être d'accord, tu peux être d'accord. On a Marine Le Pen cette semaine, tu penses bien que c'est complexe d'attaquer cet Everest-là, par quel sens, tu vois. J'ai 5 idées de départ, j'ai pris congé la veille pour écrire parce que j'ai pas envie de me rater. Et puis, alors à la matinale, c'est 5 millions d'auditeurs. Lopez, c'est 1,5. Alors... ça ne change rien quand tu es devant ton micro. Et Lopez c'est enregistré en public, donc tu sais aussi que tu peux faire des effets de show. À la matinale, il faut imaginer que tu n'aies pas un rire sur ton papier. Ça c'est dur. Et c'est pas grave. C'est pas dur pour toi? Je l'avais fait en Belgique, donc c'est pas très grave. Mais il faut par contre que toi tu puisses tenir le cap. Parce que si on entend que t'attends des rires et qu'ils n'arrivent pas, il n'y a rien pire. C'est triste. Donc il faut... C'est un exercice. C'était facile pour toi au début? En fait, au début, j'ai essayé de faire du drôle, donc en interpellant. Enfin, ça c'était en Belgique. En interpellant le politicien, parce que quand tu le regardes dans les yeux et que tu vas le chercher, il revient souvent. Alors ils savent aussi, ils sont pas cons, que s'ils rient avec toi, c'est bien pour eux. Donc quand tu te moques un petit peu... Et j'ai compris un autre truc, c'est que quand tu te moques d'eux, il vaut toujours mieux le faire en comparaison avec d'autres. Donc par exemple, si tu as François Fillon et que tu te moques de Sarkozy, ça risque de le faire rire. Tandis que si tu te moques de Fillon, il a moins de recul sur lui-même. Par contre, et souvent dans les mêmes camps. Tu vois, donc quand tu tapes dans le même camp, ça marche encore bien. Et donc après, à un moment, parfois j'ai fait des papiers de point de vue. Où ça amenait pas spécialement. Tu sais, quand tu dois faire un papier sur la crise grecque, sur la montée de l'islam radical, c'est difficile d'être très 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 marrant. Donc tu prends un petit peu des points de vue. Tu fais sur la crise grecque, j'avais imaginé l'école européenne. Je sais pas si ça existe en France, mais en Belgique t'as des écoles où tous les gens qui travaillent à la commission mettent leurs enfants. Dans la classe t'as un grec. Et j'avais imaginé que l'école européenne partait en voyage scolaire avec le petit grec et que le petit grec il avait plus de sous très vite, mais les autres il allait quand même pas le laisser là-bas, donc ils l'ont ramené avec eux. Et donc j'avais tricoté la crise grecque de manière un petit peu métaphorique et ça a amené quelque chose d'amusant. C'était pas hilarant, mais l'idée d'en faire une petite histoire différente avait amené quelque chose, je trouve, quoi. Est-ce que t'as l'impression que, surtout au matinal, que peut-être dans le futur proche, que tu seras aussi chroniqueur, pas drôle? C'est-à-dire qu'ils vont te mettre dans un cadre. Ce mec est cultivé, il sait de quoi il parle, et donc tu fais des chroniques pas drôles. Est-ce que ça te fait peur? Parfois ça m'est arrivé, mais c'était pas une volonté. Non. Alors là, franchement, je voudrais pas, parce que ce qui est génial, c'est qu'avec la bannière humour au-dessus de notre tête, on peut tout dire. Et c'est un grand avantage. Mais bien sûr, donc non, il faut pas le jour. T'aimerais pas lâcher ça. Le jour où tu donnes ton avis, tu es une cible. Je sais plus. Je crois que je le cite pas trop souvent, mais parfois je le cite. C'est Patrick Sébastien qui avait, tu vois pourquoi, qui avait apparemment dit à Jacques Chirac, il dit voilà, je voudrais faire de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Chirac lui avait dit écoutez, la meilleure façon que vous fassiez de la politique, c'est de ne pas en faire.
Et je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire que la meilleure façon que nous soyons des journalistes impliqués, c'est de ne pas l'être. Ouais. Et si dans les chroniques, tu parviens à tourner avec humour la bêtise de certaines choses, eh ben, à mon avis, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que d'être dans l'analyse pure et dure. Et... Ouais, pour moi, c'est une grande raison. Moi, je trouve qu'un humoriste est plus puissant, quelque part, d'un journaliste, dans le sens qu'il peut avoir plus d'influence sur ce qu'on pense. Tu vois, si on veut changer une société, je pense qu'un humoriste a plus de pouvoir que... Quelqu'un comme Guy Bedos, c'était le meilleur contrepoids à Jean-Marie Le Pen, sans doute. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte. Enfin, alors, nous, on a encore un petit niveau, mais je veux dire, je pense que les humoristes ne se rendent pas compte, et certains ont besoin sans doute de la reconnaissance, et le politique ne donne jamais la reconnaissance au bouffon du roi, et parce qu'il est malin, il a raison, chacun son métier. Mais le politique sait qu'il influe directement sur les choses. L'humoriste a peur de ne pas, et donc parfois franchit le pas, qui à mon avis est une grosse erreur. Bon, je parle pas de Jean Roucas, qui lui le fait pas exprès, mais je crois que d'aller en... Il n'y a pas d'exemple de réussite pour un chroniqueur, un humoriste, même un comédien, Ronald Reagan, mais sinon... Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de humour un peu intello, un humour, comment on citait Jamel, qui a mauvaise réputation de stand-up, un peu à la facilité, l'efficacité, mais en même temps, quelqu'un comme Jamel et le club, ou avec le nouveau, qui parle du banlieue, directement avec des choses personnelles, ça a changé énormément la vision. C'est hyper politique, et c'est hyper politique, justement. En parlant de la drogue, ou même l'envie de niquer une fille, c'est point de vue de quelqu'un qui n'avait pas une voix avant. Bien sûr. Donc, du coup, ça devient très politique. Moi qui suis au caveau de la République de temps en temps, depuis cette année, il y a Foudil Kaibou, qui est un arabe, comme il le dit, et il monte sur scène en disant vous ne rêvez pas, un arabe au caveau de la République, et il parle pas de politique en tant que tel, mais le fait que lui soit là pour parler de sa communauté, enfin il fait des vannes là-dessus, et du fait qu'il veut s'intégrer en buvant de l'alcool, et ben c'est politique, vachement politique. Et ce qu'on disait, parce que tu opposais l'humour intello à l'humour de Jamel, moi ce que je voulais opposer, c'est l'humour dit littéraire à un humour dit efficace. D'accord, oui. Et c'est cette efficacité du Jamel, je pense que ça, pour les Américains, ça vous semble pas nouveau. Mais pour nous, ils ont amené quand même ce one-line. Efficacité. Et donc, ça oui. Et donc, mais Jamel est, à mon avis, un des meilleurs représentants politiques. Et justement, quelque part, il a une influence politique dont on n'est plus conscient. Les humoristes, je trouve silencieusement, il influence notre manière de penser. Après, j'ai pas d'avis, mais le fait qu'il donne des consignes électorales, parce que c'est ça qu'il a fait sur Hollande, et il l'a encore fait en disant on est mieux avec vous qu'avec le petit excité. Là, je suis pas sûr que ce soit le plus fort, parce que là où je pense il est fort, c'est quand les deux camps voudraient le récupérer. D'accord. Parce que là, il peut influer sur les gens autour de lui. À partir du moment où il est déjà dans un camp, les autres se disent opportuniste, fait de la politique aussi. Et donc, sa voix est moins entendue. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense quelque part notre rôle en tant qu'humoriste, c'est ne pas appartenir à soit un parti politique, soit un consigne, tu vois, une idée. Je pense que notre force, souvent, c'est dans la critique. On n'est jamais, dès que tu penses, je suis de gauche, je peux faire une blague qui dit le contraire. Pour moi, Daniel Morin est un des bons exemples. Je sais pas trop dire ce qu'il est, et lui-même, il a pas envie de le dire, et peut-être il ne le sait même pas, et peut-être il s'en fout. Mais par contre, il est observateur des choses, et si il s'avère que... Mais les guignols de l'info, c'est un peu ça aussi. Alors sans doute c'est un petit peu gauche, mais mine de rien... Mais il se moque des gauches aussi. La marionnette de Hollande, à mon avis, elle lui fait pas mal de tort, parce que... ils prennent la société, ils l'observent et ils la vomissent de manière positive. Donc t'as tout à fait raison, moi je pense, sur cette implication. Et toi, t'aimerais
jamais dire pour qui tu votes, ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais éviter? Non, dire, est-ce que c'est intéressant que je le dise, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Mais est-ce que tu vas voir ça comme une limite, comme tu as dit par rapport à toi-même? En France, j'ai encore la chance de ne pas voter. Ouais. Et donc... moi aussi. Mais oui, mais ça nous met dans une situation où on ne peut pas être parti pris quelque part. Ouais. Donc on peut être observateur encore plus pertinent dans la mesure où... C'est vrai que c'est un avantage. Ouais, j'avais dit... moi, tu me mets devant les politiciens français, c'est comme si tu mets un islamiste devant tous les saucissons Justin Bridou. Ouais. Il sait pas qui il va prendre et il le prendra pas. Donc c'est un peu ça. Et pour finir, on a une position, et le français depuis peu, je sais pas si toi tu le ressens, accepte et demandeur d'un point de vue extérieur. Parce que je crois que là maintenant ils sont dans une phase où ils ont l'impression de se mordre la queue et de ne pas savoir pourquoi. Et donc d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient dire ah bah tiens, chez nous c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Ça les amène. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, bien sûr. Et donc tu penses que c'est un peu parti pour ça que tu commences à avoir du succès aussi en France? C'est ton point de vue? Est-ce que tu as l'impression que tu as un point de vue belge que tu représentes? En fait, c'est rigolo parce que au départ, moi, je m'étais dit, je suis belge, je vais le dire 2-3 fois, c'est pas. Et pour finir l'émission de cet été qui m'a été donnée sur France Inter, ça s'appelait le 75 minutes. Donc c'était des Belges qui parlaient aux Français pendant 1h15. Et c'était évident qu'on soit belge, on le disait tous les jours. Et tous les jours, j'avais une chronique où je disais, voilà, le français, j'essaye de vous comprendre, je vous ai compris. Et donc j'ai compris, mais même à la matinale, de dire chaque semaine je suis belge, eh ben c'est pas grave. Et au début j'ai cru que ça allait emmerder les gens. Je me suis dit, on fait 2 mois d'été, il y a bien un jour quelqu'un qui va nous critiquer en disant merde, on en a marre de savoir que vous êtes belge, on le sait. Jamais arrivé. Donc je me dis qu'il y a peut-être une demande. Je pense que si ça avait été des Bretons ou des Corses, même peut-être des Québécois, on aurait dit la marre. Et les Belges, comme on est quand même ce qu'il y a de plus ressemblant à un Français tout en ne l'étant pas. Et je pense que les gens, ils te reprochent jamais d'être américain quand même, si. Non. Non, voilà. Non. Pas plus maintenant. Non, mais alors après, pas devant moi. Il y a ce qui est rigolo, c'est qu'avec toi, tu vas avoir l'autre truc, c'est que... Moi, c'est l'extrême, mais moi, c'est flagrant. Non, mais les Français sont persuadés que... ce qu'il y a de plus arrogant qu'eux, ça doit être les Américains. Donc ils seraient surpris d'avoir des leçons de vie d'un Américain. Donc peut-être l'Américain, il pourrait expliquer comment il faut pas arriver à un certain truc, parce que les Français sont pas demandeurs d'une vision américaine. De plus en plus. Non, quand je dis demandeur, c'est que est-ce qu'ils ont envie de faire comme tu vois pas complètement, mais il y a des choses qui les intéressent. Bien entendu. Ils font ça très bien. Ça oui, bien sûr. Non, mais tout ce qui est politique, ils ont l'impression que c'est le pays de Voltaire et que c'est eux qui ont tout compris en politique et que donc les Américains ne maîtrisent pas la politique. Tout ça, c'est pareil. Ils pensent à des Belges aussi. Est-ce que je devrais regarder plus d'humoristes américains? C'est sûr. Parce qu'on a une autre culture d'humour. Ça fait... C'est difficile parce que je veux pas trop dire, parce que des fois je pense que les Français peuvent être peut-être agacés, mais on est en avance sur le stand-up. Je parle du stand-up. Le stand-up, c'est quelque chose qu'on a... Mais moi, j'ai grandi en absorbant, je sais pas si je peux le dire, en bouffant l'humour, le sitcom. Il y avait toujours, donc on a aussi le spectacle de stand-up, on voit à la télé, mais on voit depuis les années 70. Donc naturellement, il y a cette efficacité d'écriture humoristique qui n'était pas en France aussi répandue. En France, justement, tu parles jamais, c'est récent. Mais bien sûr. Tandis que nous, ça fait longtemps. On parle d'humour là, et donc oui, il faut regarder les humoristes actuels américains parce que ils sont, à mon avis, ils font des choses que personne d'autre fait. Vraiment. Et Louis C.K., par exemple, c'est l'exemple le plus évident parce que c'est celui de la référence en ce moment. Il arrive à tout faire, de critiquer la société et parler de sa bite. Et ses filles. Il est père, donc il parle de ses filles. Donc les gars, tout. Donc et il arrive à tout faire. Et ça, c'est important, je trouve. Est-ce que le stand-up en tant que tel va prendre la même place ici, dans une culture où on est plus théâtral ici, que
elle ne l'est chez vous, ou c'est humour égal, stand-up, quasi? Je pense que oui, ça prend de plus en plus d'importance, mais je pense que il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, parce que je trouve que le stand-up, justement le stand-up, ce qui manque des fois, c'est le côté histoire, raconter. Des fois, ce stand-up, c'est van. Le mélange, c'est très bien. Et donc, pardon. La question, c'était, est-ce que je pense que ça va. Est-ce qu'on va aussi vers cet épurement total? Et j'avais vu moi des extraits de George Carlin, qui avait toujours un décor. J'ai souvenir d'un spectacle où il y avait c'était une chambre, il était chez lui, c'était une maison. Et il y en avait un où c'était dans un cimetière. Et je me dis quand même, parce que quand on voit les Américains avec le mur en briques derrière et le micro, je pense que chez nous il y aura quand même toujours cette envie d'avoir un show. Je pense qu'il y aura toujours cette envie. Et quelque chose de plus théâtral et le personnage, qui est un truc qui est quand même pas très fait chez vous, je crois, a encore, à mon avis, fera encore rire ici, quoi. Je pense que la culture est tellement ancrée. Mais c'est pour ça que quand tu dis absorber, je pense qu'il faut regarder ce qui s'y fait, mais que malgré tout, il faut le rendre consommable par le public ici, et de ramener à quelque chose qui est pas la copie conforme de ce qui est fait aux États-Unis, mais parce qu'il faut être conscient du public que tu as devant toi. Je trouve que c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a une évolution d'humoristes en France, mais aussi je pense que le public, comme on a dit tout à l'heure, évolue aussi. Ils sont plus prêts maintenant qu'il y a 15 ans de voir quelqu'un qui passe à Jamel ou qui fait un mélange justement. Avant, je pense que c'était non, je comprends pas. Il faut du temps, il faut aussi que la plupart, il y a une autre génération, les gens qui ont 15 ans, ils regardent l'internet, ils regardent plein de choses, ils regardent Golden Moustache et Studio Bagel, donc ils ont des autres références, ça va beaucoup plus vite. Et donc, je pense qu'il y aura toujours en base plus théâtrale, mais en même temps, je pense que ça peut changer assez rapidement. Non, mais c'est très intéressant. On se revoit dans 10 ans pour faire une étude, un bilan. C'est vrai, c'est passionnant. Je sais pas si tu aimerais dire autre chose, dire la promo, ou t'es partout, toi. Si tu veux venir me voir le dimanche soir au Petit Héberto à 20h, tu viens quand tu veux. Et c'est où? C'est entre Villiers et Rome, sur la ligne 2. C'est à côté du théâtre Héberto. Et voilà, non, mais donc je réattaque Paris sur scène, et voilà, je suis curieux de voir quel public va venir. Est-ce que c'est les gens qui m'aiment bien en radio? Pourquoi ça, c'est récent que tu... c'est la deuxième ce soir. D'accord. Donc, Ah oui, c'est ce soir. Oui. T'es venu me parler le jour où tu joues. Ça me détend. Non, mais il est tôt. J'ai eu le temps de faire ma petite sieste. Mais c'est ça. Très bien. Mais sinon, qu'est-ce que tu... Et à la radio, t'es sur France Inter. Le mardi, sur la RTBF, le jeudi matin. C'est rigolo parce qu'il y a deux méthodes. C'est-à-dire qu'en France, l'humoriste arrive à la fin de l'interview politique. Et en Belgique, il vient avant. Donc le politicien a juste dit bonjour et c'est moi. Et donc ça change parfois la donne. Parce que et tu préfères quel rôle? Je préfère avant. Parce que le politicien, c'est sûr qu'il est là. Parfois en France il part. Et il n'a pas défloré le sujet. Donc c'est vierge en fait. C'est ça. Tandis qu'en France tu dois faire gaffe, parce que si tu dis exactement ce qu'il vient de dire lui, c'est peut-être dangereux. Normalement si t'es drôle, tu n'as pas dit ce qu'il a dit, mais... voilà. Donc je reviens quand tu veux. Je trouve ça passionnant de discuter d'humour, parce que c'est une science inexacte mais passionnante. C'est un art, et c'est les deux, un art et une science. C'est ça. C'est ça. Vraiment. Et il y avait tout un débat à la SACD il y a 2 semaines sur l'art est-il culturel. Sur l'humour est-il culturel, et de dire que certains centres culturels ne voulaient pas d'humoristes parce que c'est pas de l'art. Et puis Rollin a pris la parole en disant c'est tout à fait idiot comme question. Il y a de l'humour dans tous les arts, il y a de l'humour dans le théâtre, et en fait l'humour ne devrait pas être une catégorie à part. Donc le débat était terminé, on était pour un coup. Est-ce que souvent je demande, tu m'as un peu posé une question là, mais souvent je pose la question si toi tu as une question que tu aimerais me poser, ou tu es curieux de quelque chose. J'ai plein de questions. Si tu veux, la prochaine fois, on fait l'émission inverse. Mais de ce que tu penses, de tout ce qui arrive, parce que toi, est-ce que tu voudrais retourner là-bas? Est-ce que tu voudrais être un pont entre les deux? Ce sont de vraies questions que tu as pour moi.
Mais non, mais est-ce que tu as la réponse ou est-ce que oui, si. Mais tu as raison que ça va nous embarquer dans un non, mais je trouve ça passionnant parce qu'en fait, derrière les humoristes, il y a toujours quand même une histoire un peu assez amusante. Bon, derrière tout le monde, en fait, c'est comme ce que je dis, mais. Non, que les humoristes. Mais j'aime bien. Alors, on peut même aller dans la psychologie, tout ça. Je trouve ça toujours assez intéressant de savoir comment on était enfant, est-ce qu'on a été aimé ou pas, parce que les deux j'ai pas effleuré ce sujet avec toi parce que c'était intéressant. J'ai l'air d'être battu. Non, mais justement, tu as dit qu'il y avait une envie d'être aimé, comme tous nos humoristes, même si on admet ou pas. Il y a cette envie de plaire. Et donc, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu sais que... Ouais. Non, j'ai pas de réponse, mais alors, moi, pour parler de mon cas, effectivement, j'étais très aimé. Oui. Très aimé. Ouais, c'est ce qui est bizarre, que je me pose la question aussi, pourquoi j'ai envie, tandis que je viens d'une famille où j'étais aimé. Ouais. Donc, tu n'as pas la réponse. Bah, mais je crois que c'est disons que si, j'étais trop aimé sans doute. Donc j'étais trop mis au centre du sujet. Ouais. J'étais le premier petit enfant pour mes deux grands-mères, donc j'étais la vedette qui arrivait. Ouais. Pour ma mère, j'étais son premier fils. Ouais. J'ai eu une sœur, donc je suis resté le seul homme avec mon père, mais... Et donc toutes ces femmes voulaient avoir mon avis, m'écoutaient. Et donc tu deviens un peu naturellement une grande gueule. Et puis mon père comme ma mère m'ont laissé souvent à table avec les adultes parce que comme j'étais le seul enfant dans un premier temps. Et donc tu t'es la référence d'homme dans la famille en fait. À mon échelon, oui. Et donc, parce qu'il y a plus de grand-père aussi. Donc c'est assez rigolo. Et donc, j'étais à table, et donc tu parles, et puis mon père, il se levait, il faisait des blagues. Et donc, tu regardais ça, tu te dis, putain, ça a l'air marrant de faire ça. Et sans doute que ça vient de ça, mais je sais pas, c'est quoi, toi? Non, je pense que c'est pas. Parce que j'ai l'impression que c'est soit personne m'a écouté, ou soit on m'a trop écouté. C'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, c'est drôle parce que récemment, quand je suis rentré à New York, j'ai regardé les vidéos d'enfance, tu vois, parce que quand je suis rentré avec ma chérie, donc du coup, elle voulait regarder tous les VHS, tu vois, comment tu étais jeune. Et on est tombé sur une vidéo où là, on était à une table avec ma famille, mon oncle, donc on était et mes grands-parents, donc peut-être on était 12 autour de la table, et moi et mon frère, mais surtout moi, j'ai pris la parole. Si quelqu'un voulait parler, j'ai dit non, tais-toi. Et je me suis dit, si c'était mon enfant, je sais pas si je le laisserais faire ça. Et donc du coup, est-ce que on m'a trop laissé le parole, et donc ça m'a donné le goût. Et je voulais pas lâcher les micros après. Ouais, j'ai déjà dit ça. C'est que mes parents m'ont laissé être un sale gosse. Ouais. Et je sais pas si je laisserais mon fils être un sale gosse. Ouais. C'est bizarre, c'est drôle. Ouais. Mais après, après, je pense qu'on a bien tourné aujourd'hui. Ouais. Mais enfin, je pense qu'on est plus à l'écoute qu'on était quand on était jeune. Mais mine de rien, je pense que ça te fait des personnalités. Après, il y en a à qui c'est pas un service rendu, quoi. Ouais. Mais c'est drôle que c'est souvent les extrêmes qui fabriquent un humoriste, finalement, qui donne naissance à cette envie d'être devant un public. Et c'est pour ça que t'as bien raison de faire ce genre de choses, parce que tu vas en apprendre, tu vas pouvoir faire des statistiques. C'est sûr. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va manger. Voilà la fin de notre conversation, Alex et moi. Et encore une fois, j'ai l'impression que la fin était juste un petit début pour notre conversation sur vraiment pourquoi on fait de l'humour, lui et moi, et je pense nous, les humoristes en général. Et donc j'ai vraiment envie maintenant de prendre un babysitter et aller voir mes deux collègues à France Inter, Joséphine Draille et Alex Vizorek, back to back, un dimanche soir au Petit Héberto. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, donc voilà quoi podcast. Et moi, je joue aussi tout le vendredi et samedi au Soul Gymnase en anglais. Donc si vous parlez un peu anglais, un peu plus que week-end, basket ou fist fuck, n'hésitez pas à venir me voir sur scène au Soul Gymnase les vendredis et samedis à 20h. Merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt.